nous avons la chance aujourd'hui de recevoir dans le cadre de la deuxième leçon d'ethnologie Bernard Moiseau, qui est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et directeur du GRED, gouvernance, risque, environnement et développement, qui est une unité mixte de recherche à double appartenance, c'est-à-dire l'IRD et l'Université de Montpellier 3, c'est ça, Paul Valéry. Donc vous avez eu un parcours d'ethnographe un peu classique, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire vous avez beaucoup fait de terrain. Et donc ma première question sera, si vous le voulez bien, de nous évoquer votre formation initiale et vos maîtres, vos influences, vos écoles en fait, et vos expériences de terrain en fait. Bien, merci de m'avoir invité. Je vais donc effectivement brièvement revenir sur ma formation. Je suis un pur produit de l'université Paris X Nanterre, où à l'époque on ne faisait pas d'ethnologie en premier cycle, mais on le faisait à partir d'une maîtrise. Donc j'ai fait une maîtrise en ethnologie et je me suis spécialisé dans le domaine océanien, avec l'idée déjà de travailler sur les aborigènes d'Australie. Ce qui n'était pas vraiment très répandu à l'époque, parce qu'il n'y avait que 2 chercheurs, dont mon collègue qui est décédé récemment, Alain Testard, qui était, effectivement a été mon directeur de maîtrise. Et j'ai eu la chance ensuite d'obtenir une bourse. Je suis allé faire un PhD, puis un post-doctorat en Australie. Suite à quoi j'ai été donc recruté par l'IRD. Donc après ce premier terrain australien qui m'a, comme les premiers terrains, beaucoup marqué. J'ai fait plusieurs terrains successifs avec des expatriations de longue durée, ce qui est une des spécificités de l'Institut de recherche pour le développement. J'ai d'abord été en Thaïlande, puis à Madagascar, plus récemment au Laos, et maintenant je travaille dans le bassin méditerranéen, plus particulièrement au Maroc et en Corse aussi. En Corse aussi? Oui, en Corse, sur les produits de terroir, les labellisations, ce genre de thématiques qui sont assez récentes, mais sur lesquelles on a une assez bonne expérience au sein de l'IRD. Alors, pour reprendre un peu le fil de votre itinéraire, qui pour moi est très intéressant, très remarquable, parce qu'il est très diversifié, de passer de l'Australie à l'Asie du Sud-Est pour revenir vers le bassin méditerranéen, c'est pas courant. La plupart des ethnologues de nos professions, enfin de nos laboratoires, se spécialisent sur une aire, ce qui n'est pas votre cas. Il y a donc des thématiques qui probablement vous suivent ou vous précèdent ou vous guident même tout au long de votre chemin de recherche. Alors on y reviendra dans une prochaine question, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous approfondissiez un petit peu votre expérience en Australie. Ça concernait quel type de société? Est-ce que c'était la société classique qu'on imagine, des aborigènes, ou est-ce que c'était celle des Européens, des Occidentaux d'origine plus moderne? Non, j'ai travaillé dans une communauté, j'ai fait un terrain dans une communauté aborigène pendant 2 ans, en immersion totale, c'est-à-dire j'étais à l'époque avec mon épouse et 2 enfants. Et nous sommes restés dans cette communauté qui était dans le nord-ouest de l'Australie, dans une région qui s'appelle les Kimberley, qui était un des points de démarrage de conflits fonciers entre les grandes compagnies pétrolières qui voulaient forer sur des sites sacrés aborigènes, et puis donc des revendications identitaires dans un premier temps et foncières de communautés aborigènes, qui donc m'ont proposé, c'est les communautés que j'avais rencontrées alors que je faisais mes études à l'université de Sydney, qui m'ont proposé de venir faire un terrain dans cette région, où j'ai travaillé, j'ai un peu essayé de déconstruire, dans mon travail de thèse, j'ai essayé de déconstruire le concept de communauté aborigène, parce que ces communautés en fait sont des agglomérats de groupes ethniques et linguistiques différents, qui vivaient parfois en conflit et dans des secteurs très éloignés les uns des autres, qui se sont regroupés suite à l'ouverture de grandes stations d'élevage de propriétaires blancs, où on les a sédentarisés de force et utilisés comme main-d'œuvre gratuite pendant très longtemps. Et à partir du moment où on a été obligé de les payer, c'est-à-dire quand les aborigènes ont obtenu la citoyenneté australienne en 1967, donc c'est pas si loin que ça, ils ont tous été chassés de ces stations d'élevage et ont été ensuite accueillis dans des missions, alors soit catholiques, soit protestantes, selon les régions. Il y avait un découpage très particulier, très précis.
Et ensuite, quand ces missions n'ont plus les possibilités de s'occuper de ces populations-là, elles ont été mises dans des communautés qui ont été créées dans les années 70 environ. Oui. Et donc, moi, j'ai retrouvé cette communauté-là une vingtaine d'années après, avec tous les conflits internes, mais en même temps, un discours identitaire externe qui était utilisé dans les relations, notamment avec le gouvernement. Était-ce un terrain sur le plan physique, mais aussi sur le plan, peut-être même plus sur le plan psychologique, un terrain difficile ou un terrain relativement facile? Alors le premier terrain, j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure, le premier terrain est quelque chose qui marque, je crois, profondément chaque ethnologue. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. D'abord, la fascination qu'on a un peu partout pour les aborigènes d'Australie, hein, souvent qualifiés de plus anciennes populations humaines sur Terre. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, plus ancienne civilisation. Moi, je me suis retrouvé avec des gens marginalisés, persécutés, pour beaucoup avec des problèmes d'alcoolisme, avec des problèmes de violence domestique, avec des relations extrêmement difficiles entre les Blancs et les aborigènes. Et la force peut-être de ce contact a été le fait que je sois non anglophone de langue natale, de langue maternelle. Donc les gens au début m'ont demandé à parler en français, m'ont demandé de leur raconter comment nous, on s'y était comportés dans d'autres pays du monde où on avait colonisé, ce qui n'était pas forcément non plus une référence exceptionnelle, mais j'ai eu, je pense, dès le début, et aussi le fait d'être en famille, un contact assez privilégié, assez particulier avec les gens. Et j'ai mis au service de la communauté certaines de mes compétences, puisque le gouvernement à l'époque mettait en place une politique soi-disant d'autodétermination, mais qui en fait nécessitait énormément de paperasse administrative, que la plupart des aborigènes de la communauté n'étaient pas en mesure de faire, puisqu'ils n'avaient pas les qualifications pour. Donc j'ai eu ce rôle un peu d'intermédiaire entre le gouvernement australien, en tout cas le gouvernement de l'Australie occidentale, où se situait la communauté, et la communauté elle-même. Est-ce qu'il est en même temps une position privilégiée pour de bonnes relations locales, mais en même temps risquée, non? Risquée, délicate comme ethnologue, parce que je me suis retrouvé plusieurs fois en conflit avec la police locale, aussi à faire un rôle d'interprète dans des procès où des jeunes gens de la communauté ou d'autres personnes étaient accusés de telle et telle chose par la police locale, toutes les questions autour que j'évoquais tout à l'heure déjà de violence domestique, d'alcoolisme, où on est donc confronté tous les jours à ces sociétés qui auparavant n'étaient pas plus violentes ou plus pacifiques que d'autres, mais qui là, dans ces contextes extrêmement particuliers de marginalisation, il y avait cette violence un peu exacerbée ou cette difficulté d'être qui avait du mal à s'exprimer et qui a commencé à un peu s'atténuer dans cette région avec des développements de programmes de travail dans les communautés elles-mêmes, etc., mais qui connaît aussi depuis maintenant une dizaine d'années de nouveaux problèmes liés à la mortalité des jeunes générations, soit dans les accidents de voiture, soit dans les problèmes de drogue, etc., et des sociétés qui deviennent malheureusement extrêmement violentes et dans lesquelles il est difficile maintenant à présent de travailler. Alors, à l'issue de cette recherche et ce séjour long en Australie, vous avez obtenu avec succès une thèse de doctorat, un PhD, et ensuite vous avez été recruté, c'est ça, à l'Institut de recherche, à l'époque c'était l'ORSTOM, oui, l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, si je me souviens bien, exactement, qui est devenu ensuite l'Institut de recherche pour le développement, dans les années 2000, enfin, s'il me souvient bien. Est-ce que le choix de vos terrains ultérieurs a été le vôtre ou bien a été imposé par votre nouvelle institution? À l'époque, l'IRD était impliqué, enfin l'ORSTOM donc, était impliqué dans un programme de coopération scientifique à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, auprès du TRI, qui veut dire le Tribal Research Institute, qui avait besoin d'un expert, quelqu'un qui était un anthropologue, mais plutôt spécialisé dans les relations État-minorité, et qui surtout était parfaitement bilingue, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de mes collègues de l'IRD à l'époque, entre français et l'anglais. D'accord. Parce que la langue de travail était l'anglais.
Donc la spécialisation des relations État-minorité, je pensais avoir quelques compétences du fait de l'Australie. Et puis, ayant rédigé un PhD effectivement en langue anglaise, je pense aussi que j'avais cette double compétence. Donc je me suis retrouvé travaillant en Thaïlande sur les problèmes d'impact des politiques gouvernementales liées à l'éradication de la culture du pavot opium et au développement des cultures de rente, ce qu'on appelle des cultures de rente ou des cultures de marché, au sein de différentes minorités montagnardes. Et moi, je me suis principalement concentré sur les populations Karen. Les Karen sont une population de langue karénique qui relève des langues non, c'est des miao-yao Tibéto-birman. Tibéto-birman. Et les Karen également vivent, une grosse partie de la population vit en Birmanie, une partie en Thaïlande. La question du peuple Karen pose problème depuis très longtemps. C'est très sensible politiquement et même militairement. Il y a des guérillas C'était le cas sur votre terrain où il y avait des conséquences de cette situation? Alors là, j'ai eu plusieurs sites sur lesquels j'ai travaillé d'une manière un peu plus longue que d'autres, où on passait plutôt faire des recensements avec le TRI, qui était notre partenaire local, qui, ça vaut la peine d'y faire mention, dépendait du département on va dire de santé publique ou du bien-être public, qui lui-même était rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc on est dans une position assez inconfortable par rapport à une distance que peut avoir le chercheur et les problèmes d'éthique et de déontologie que cela peut poser. Ceci étant, nous avions quand même une relative marge de manœuvre pour faire nos propres recherches. D'abord, j'ai travaillé dans un village où avait travaillé un collègue australien que je connaissais de l'université de Sydney, Peter Hinton, qui avait fait sa thèse dans les années 70, et je suis retourné travailler dans ce village une vingtaine d'années après. C'était un village très traditionnel, au sens où les gens ont maintenu une agriculture sur abatis brûlis, en maintenant une population à peu près constante dans le village, ce qui évitait de raccourcir les périodes de jachère, ce qui a une incidence à la fois sur la production, sur les besoins en main-d'œuvre dans les champs et aussi sur la pousse des mauvaises herbes. Et surtout, j'ai eu la chance d'être sollicité pour faire un film, puisqu'il y avait une unité de film ethnographique dans l'institut auquel nous travaillons. J'ai été sollicité pour accompagner une équipe de tournage dans la région de Sangkhlaburi, près de la frontière avec la Birmanie, dans une région qui s'appelle la Passe des Trois Pagodes, qui est une sorte d'enclave de la Thaïlande, dans le nord-ouest de la Thaïlande, qui est une enclave dans la Birmanie, parce que là vivent des Karen qui sont installés depuis plus de 300 ans en Thaïlande, qui ont toujours été les alliés des Thaïlandais, ont toujours joué un rôle tampon et d'intermédiaire entre les Thaïlandais et puis les Birmans. Ennemis héréditaires des Thaïlandais. Donc eux faisaient le tampon, faisaient un petit peu faisaient du marchandage ou du troc avec les uns et du troc avec les autres. Donc ils étaient intermédiaires. Ils ont même une reconnaissance de leur statut par un des rois de Thaïlande qui était Chulalongkorn. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'y étais, il y a eu un parc national qui a été dessiné, ou en tout cas agrandi dans ce secteur, et les zones où étaient implantés les Karen devaient être vidées de toute présence humaine, au nom de la conservation. Et ces Karen, qui vivaient là depuis plus de 300 ans, étaient donc menacés d'expulsion. Et le fait qu'ils soient menacés d'expulsion a fait réémerger un ancien rituel que les gens pratiquaient depuis à peu près les années 1820-1830, c'est les plus anciennes dates qu'on ait, en tout cas dans l'ethnographie, en Birmanie, dédié à l'éléphant blanc, qui est à la fois un symbole du bouddhisme, mais aussi un symbole de propriété foncière. Et en puisant sur ces racines à la fois bouddhistes, mais aussi de droit de primo-occupant d'un territoire, ces Karen réaffirmaient une volonté d'être là, d'être proche des Thaïs, puisqu'ils étaient aussi bouddhistes, mais aussi d'avoir une référence foncière qui faisait que leurs droits
à être ici était pour eux inaliénable et donc ils refusaient d'être expulsés du parc national. Et justement, cette question de l'éléphant chez les Karen, notamment cette histoire particulière que vous avez publiée en plusieurs articles ou productions diverses, mais notamment celui sur le rapport à l'éléphant blanc particulièrement, là, et la souveraineté des terres, leur identité à eux, c'est quelque chose qui me parle, puisque moi j'ai la même chose dans le sud de la Thaïlande, chez les Malais du sud de la Thaïlande, les Jawi, mais un éléphant blanc aux défenses noires. Alors ça m'a intéressé, et j'ai découvert vos travaux avec intérêt, parce qu'en fait les Karen sont réputés historiquement pour être les maîtres des éléphants. C'est un peuple qui dresse des éléphants, qui attrape les éléphants sauvages, enfin qui le faisait autrefois. En principe, oui, c'est la réputation qu'ils ont. La réputation qu'ils très bon ont. cornac. Voilà, et ils l'ont même localement en Thaïlande du Sud, même tout ça, on en parle. Alors c'est justement parce que cette histoire de relation entre l'identité et la territorialité, le territoire, l'appropriation du territoire, la souveraineté, c'est quelque chose qui semble, depuis votre expérience australienne chez les aborigènes du Kimberley, être un peu un fil rouge de votre recherche personnelle tout au long de votre carrière. Est-ce que je me trompe? Ce que vous appelez, une fois vous m'avez parlé de ça, la boîte noire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je me suis d'une manière générale toujours intéressé aux relations entre les sociétés et leur environnement. Ce qui est assez classique dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme les aborigènes, mais aussi des sarteurs ou d'autres à Madagascar où j'ai travaillé ensuite. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment, dans des sociétés où les gens étaient nomades ou semi-nomades, ou étaient déplacés parfois de force, ou se déplaçaient volontairement, comment s'effectuaient les processus d'enracinement dans un territoire, comment on les justifiait avec tout ce qui va de sites sacrés, de lieux emblématiques, voire de création de tabous ou de certains interdits, et puis comment ensuite, à travers un discours à la fois utilisé à l'intérieur de la société, mais surtout dirigé vers l'extérieur, comment on revendiquait cette identité, cette spécificité, ce lien au territoire qu'ont les gens. Donc c'est pour ça que beaucoup de mes collègues en géographie humaine, et notamment Joël Bonnemaison, étaient intéressés à ces travaux, parce que moi je suis vraiment dans cette démarche où j'essaye de retrouver dans la boîte noire des sociétés, ou en tout cas de celles dans lesquelles j'ai travaillé, comment se formalise et s'exprime cet enracinement dans un territoire donné et tout ce qui va autour, quoi. C'est quelque chose que vous avez également appliqué ou retrouvé plus exactement, parce que c'est le terrain c'est l'observation de terrain qui fait émerger Absolument, ça. Oui. C'est intéressant. À Madagascar, donc vous étiez à Madagascar dans quel coin? Dans le sud-ouest? Alors j'ai travaillé dans le sud-ouest de Madagascar, dans une région qui est peuplée par des éleveurs qui sont les éleveurs, les Bara. B-A-R-A, ça s'écrit. Ces populations avaient été uniquement étudiées pour la dernière fois au début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y avait très peu de travaux qui ont été faits dans cette région. Et là, ce à quoi je me suis intéressé, ce sont justement les processus, là aussi, d'enracinement au territoire. Et autant en Australie, c'est l'objet rituel qu'on avait ramené des terres ancestrales et qu'on avait réimplanté, si on veut, dans les communautés aborigènes sur des nouveaux lieux qui marquaient cet enracinement. Ensuite, en Thaïlande, c'était la relique et les reliques considérées de l'éléphant blanc qui, pour les Karen, était ce symbole de l'appropriation et d'une revendication à la fois identitaire et foncière. Et chez les populations à Madagascar, et notamment chez les Bars, ce sont les tombeaux qui marquent l'emplacement d'une terre qu'on revendique et sur laquelle on a des droits et on entend les faire respecter. D'ailleurs, quand des Malgaches se rencontrent, la première chose qu'ils se disent, c'est pas d'où tu viens, c'est où sont enterrés tes ancêtres. Mais pour justifier leur lien, leur racinement. Ou le lieu d'origine d'où on vient. Et donc, alors ensuite, vous êtes allé, plus tard, après le Madagascar, vous êtes allé au Laos, si je me souviens bien. C'est ça. Sur quel domaine de recherche et quel... Alors là, au Laos, j'ai travaillé sur l'impact des nouvelles politiques foncières et environnementales sur, encore une fois, des populations minoritaires, principalement des sarteurs, des gens qui pratiquent l'agriculture sur brûlis.
Quel groupe c'était? Alors là, j'ai travaillé dans plusieurs groupes. En fait, on avait plusieurs sites d'observation en collaboration avec l'Université nationale du Laos, où j'ai contribué à créer le département d'anthropologie du développement, puisque anthropologie tout seul, c'était un petit peu difficile à faire admettre, donc anthropologie du développement, c'était acceptable. Et là aussi, en m'intéressant à certains rituels liés aux divinités du territoire, j'ai pu, encore une fois, trouver une nouvelle boîte noire dans laquelle s'exprimaient à la fois les itinéraires de migration de ces différents groupes. Bon, là, il y a eu des populations Kamou avec lesquelles j'ai travaillé, mais aussi d'autres populations. Kamou de langue austro-asiatique. Voilà, austro-asiatique, d'autres populations plutôt d'origine chinoise, comme les Lolopo, et aussi des groupes Hakka qui, eux, viennent aussi de Chine et de Birmanie. Et chez ces populations, je me suis intéressé donc au rituel de commémoration de la création des villages, où là, on fait à la fois des offrandes aux esprits du village, aux esprits du territoire, et notamment à la suite aux récoltes. Là où nous sommes dans les sociétés animistes ou christianisées ou bouddhistes. J'allais dire qu'il y a un mélange, un syncrétisme assez fort entre à la fois les croyances bouddhistes telles qu'on peut les trouver en milieu urbain au Laos, et puis de l'animisme plus basique d'autres populations qui sont avec des croyances pré-bouddhistes, et un mélange des deux, et parfois, comme avec les Karen, un mélange avec le christianisme qui est flagrant. Mais ce qui ressortait là, ce sont les rites de commémoration de la création du village, qui se fait soit annuellement, soit au moment où justement l'intégrité du groupe est menacée, soit par un déplacement, soit parce qu'il y a eu une épidémie dans le village, soit parce que les récoltes ont été mauvaises. Enfin, dès qu'il y a un danger sur la communauté dans son ensemble, sur le village, on commémore la création du village, et on réaffirme les liens avec les divinités du territoire en leur faisant des offrandes, en respectant les liens que nos ancêtres ou que les primo-occupants ont créés à l'origine de leur installation. Et au Maroc maintenant, chez les populations plutôt berbères, j'imagine, berbérophones? Alors là, chez les berbérophones, c'est un petit peu un autre contexte. Je travaille plus sur des questions, on va dire, d'écotourisme dans des régions marginales. C'est au sein d'un nouvel outil de l'IRD qui s'appelle un LMI, c'est-à-dire un laboratoire mixte international, qui est conjointement dirigé par un chercheur marocain et un chercheur français. Donc c'est du travail en partenariat à 50%, dans tous les sens du terme. Et là, je m'intéresse plutôt à des sortes de confréries qui s'appellent des zaouïas en milieu marocain. Bon, ça existe aussi en Algérie et ailleurs, hein, dans tout le Maghreb. Et les zaouïas, le fait que les personnes qui y ont habité ont très souvent, qui ont créé ces zaouïas, qui étaient un peu des écoles, c'est un peu la même fonction par moment que certains temples bouddhistes. Les familles très pauvres, ils laissent leurs enfants pour qu'ils reçoivent une éducation, en échange de quoi on donne le produit de sa récolte, une partie du produit de sa récolte. Donc ces zaouïas ont développé une certaine richesse, et en tout cas des propriétés foncières assez grandes. Donc ensuite, je schématise, mais ensuite elles pouvaient faire travailler les gens sur leurs terres. Elles se sont pas mal enrichies. Ce sont des confréries d'origine soufiste, donc avec une relation à la nature beaucoup plus forte que ce qu'elle est exprimée dans d'autres formes d'islam. Et à l'heure actuelle, dans beaucoup d'endroits, ce qu'on a pu constater, c'est qu'autour de ces zaouïas, ou en tout cas celles qui sont les plus renommées, il y a une préservation assez exceptionnelle des ressources, notamment des ressources forestières, mais aussi des ressources en eau. Et les populations qui ont donc, enfin les saints, ce sont censés être des saints, des descendants de saints du prophète. Bon, même si c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais c'est ce qu'on met en avant. Dans ce qu'on appelle des shorfas, hein, les descendants des saints du prophète, ont créé ces zaouïas très souvent pour pacifier les relations et l'accès aux ressources entre des populations d'agriculteurs, donc les populations arabes plutôt, et puis des populations d'éleveurs, donc là les populations berbères, avec des éleveurs transhumants, etc. Donc elles ont réglé à la fois l'accès aux ressources, elles ont institué un certain ordre avec des mariages, la cérémonie du mariage
selon la religion musulmane et non plus comme c'était fait chez les Berbères autrement. Donc il y a une certaine normalisation des pratiques diverses et variées dans toutes les sociétés avec cette zaouïa. Mais ensuite, ces zaouïas ont eu un rôle, même si les fondateurs n'y sont plus présents, elles ont toujours un rôle assez important en ce qui concerne la protection de certaines ressources. C'est-à-dire que le pouvoir et l'esprit qui animait les premiers saints qui sont censés l'avoir créé est diffus dans la nature autour, et donc il y a une certaine protection par ce biais des ressources, notamment des ressources forestières, mais aussi des ressources en eau. Et on essaye de jouer un petit peu sur... C'est très respecté par les populations. Oui, et on essaye de jouer sur ces phénomènes pour voir s'il n'y a pas une possibilité de l'étendre à... En fait, c'est encore une boîte noire. C'est encore une boîte noire. Vous êtes le découvreur des boîtes noires ethnographiques. C'est intéressant parce que ça me fait penser au phénomène social total proposé par Mauss. Mais de manière, quelqu'un m'a pas, enfin, les jeunes générations parlent de éthique et de émi, vous savez. Et donc là, en l'occurrence, du point de vue autochtone, quoi. C'est ça, ça émerge localement. C'est pas une conception vue de l'extérieur. Donc ce concept de boîte noire, est-ce que vous l'avez élaboré un peu à partir de ces différents terrains? Parce que c'est une constatation que vous avez fait tard ou relativement tôt? Non, le terme, vous l'avez trouvé quand? C'est un projet d'ouvrage que j'ai depuis longtemps, comme beaucoup d'entre nous depuis plusieurs années, qui justement se proposerait de faire la synthèse un petit peu de ces relations, on va dire, société-environnement au sens large, comment elles s'expriment, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment elles peuvent être négociées dans des contextes difficiles, de raréfaction des ressources ou de marchandisation de certaines ressources avec une forte plus-value, voilà, des contextes compliqués, et comment les sociétés réagissent. Parce que le cas australien, les aborigènes, leur cas est sensible et difficile. Même si les choses s'améliorent probablement maintenant, au point de vue politique, au point de vue, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Au point de vue santé publique. Il y a quand même un problème c'est même presque une question d'ethnocide. Quand on est aborigène, on a 5 fois plus de chances d'aller en prison qu'un blanc, 20 ans d'expérience de vie en moins, etc. Le cas des Karen en Thaïlande est un peu similaire. Enfin, c'est pas facile. Ils ont été expulsés plusieurs fois Alors, peu de temps après votre départ d'ailleurs. Peu de temps après que j'ai eu fait mon terrain, effectivement, il y a une patrouille de la police des frontières thaïlandaises qui est passée dans la région, qui s'est installé pour faire son campement près du site sacré de l'éléphant blanc. Ils ont puisé de l'eau dans un endroit où normalement c'est une source sacrée, on n'a pas le droit. Et les Karen qui sont réputés et qui sont des gens plutôt pacifiques, même s'il y a un contexte effectivement il y a eu un contexte de guerre en Birmanie, mais pour des raisons autres, eh bien ces villageois ont tué une partie des gens de la patrouille. Donc ils se sont retrouvés, les plus grands leaders que je connaissais, cérémoniels de ce groupe, de ces villages Karen, ont été emprisonnés. Ah, c'est pour ça, parce que moi j'ai suivi cette affaire, mais je ne savais pas la cause. Et puis ensuite, plusieurs années plus tard, quand ils sont sortis de prison, il y a eu de nouveau une menace sur leur présence dans la région. Et des ONG sont venus pour leur offrir de la nourriture, notamment du riz. Et les Karen se sont repliés en forêt, ont refusé toute offrande, enfin tout ce qui est considéré comme des offrandes, parce que d'abord c'est très dégradant pour un Karen de ne pas être capable de cultiver soi-même le riz sur la terre de ses ancêtres. Manger du riz qu'on achète, c'est très dévalorisant et c'est quelque chose qui j'allais dire, complètement en contradiction avec l'identité Karen. Et donc ils se sont repliés en forêt en vivant de chasse et de cueillette pendant plusieurs années. Donc j'ai un peu de mal à suivre. Là encore, est compliquée. Est très compliquée. Et en même temps, ils sont toujours sur le fil du rasoir, un petit peu ces populations. Chez les Bars, était-ce le cas les pasteurs Bars? Les pasteurs Bars, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où là aussi il y a eu la délimitation d'un parc national. Le parc national de Zumbit-Vuibasi, auquel j'ai participé avec les populations locales à la délimitation pour qu'elles puissent avoir accès ou mettre hors du parc certaines zones, notamment où les sépultures des chefs bars sur des zones bien particulières. Et là, le problème, c'est
que beaucoup de populations malgaches du sud de Madagascar sont en train d'avancer. Eux font des fronts pionniers de déforestation. Ils avancent dans le parc avec... alors eux, ce sont des éleveurs d'ovins et de chèvres, alors que la chèvre est un animal frappé d'un tabou chez les Bahar. Ah oui. Ce qui fait que si une chèvre traverse un terrain de parcours où j'emmène mes bœufs, je ne peux plus. Ensuite, il faut faire tout un tas de rituels pour que je puisse de nouveau emmener mes bœufs. Est-ce que ça entraîne une situation de conflit local? Très conflictuelle, localement. Mais comme les migrants qui viennent du sud sont beaucoup plus nombreux, ils arrivent à encercler à la fois numériquement et physiquement les villages Bahar, qui se retrouvent avec leurs troupeaux de bovins et qui peuvent quasiment plus les emmener pâturer. Donc il y a des conflits assez violents. Dans tous les terrains que vous avez fait. Alors au Laos également, puisque les essarts avec le gouvernement... Là, c'est le déplacement des villages. Quand vous parlez des Khmo, les Khmo, ils sont un peu considérés comme pas des primitifs, mais des ruraux en tout cas. Oui, c'est ça. Mais le problème, là, je suis retourné récemment au Laos pour les 20 ans de l'Université nationale du Laos. Avec le vice-président qui était mon homologue et mon collègue sur le terrain entre 2002 et 2007, on a recensé tous les villages où nous étions allés, dans plusieurs provinces, notamment la province de Phongsali. Il en reste uniquement 10%. Dans le nord, hein, c'est ça. Dans le nord du Laos. Il reste que 10% des villages dans lesquels nous avions travaillé. Tous les restes ont été déplacés, sédentarisés. Vous avez dans tous vos terrains, ceux que vous avez faits qui sont nombreux, c'est des terrains, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des terrains longs à chaque fois. Vous avez fait plusieurs années. Oui, plusieurs années. Oui. Ce qui est un luxe maintenant en ethnologie, vous vous en rendez compte? Je confirme. Ah oui. Et à chaque fois, donc, c'est des situations difficiles, conflictuelles ou dangereuses pour les populations, évidemment, pas pour l'ethnographe. Enfin, pas forcément pour l'ethnographe, mais ça ne compte pas, c'est pas ça qui importe. Et d'autre part, qui relie des éléments rituels anciens avec la question identitaire qui est toujours renouvelée, en fait, régénérée aussi, et en rapport à la souveraineté, le territoire, la territorialité, l'emprise, l'accroche sur le sol, donc le spatial. Et vous avez ce fil rouge qui est très étonnant en fait. Donc cet ouvrage, on l'attend. Hein, oui, c'est vraiment quelque chose. Non, mais c'est important, je pense. Vous n'êtes pas les seuls, mais disons que quand j'arrive dans un nouveau pays, j'essaye un petit peu toujours de trouver, j'aime bien cette expression, des villages d'Astérix. Oui. C'est-à-dire des endroits où il y a soit des gens qui sont en conflit avec le gouvernement, soit en conflit avec un parc national, parce que les villages où tout va bien, le monde de bisounours d'abord ça n'existe pas, mais les villages où soi-disant tout va bien, c'est pas fondamentalement intéressant. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment s'exprime la résilience des populations qui sont confrontées à différentes difficultés qui les impactent directement dans leur vie de tous les jours et puis dans leur pratique. Venus de l'extérieur pour eux, même localement. Exactement. Pour eux, c'est des étrangers aussi. C'est toujours venu de l'extérieur et puis de faire quand je peux, puisque maintenant on a ces engagements depuis notamment le protocole de Nagoya, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué tout au long de ma carrière, de donner aux populations locales des informations ou des données de base qu'elles pourraient utiliser en cas de besoin pour faire valoir leurs droits, pour être défendues soit par une ONG, soit par une association qui les représente ou d'autres types de formes. On a comme ça utilisé des cartes participatives par les populations qui montraient que leurs itinéraires familiaux, les revendications qu'elles avaient étaient tout à fait c'est ça en fait, la spécificité de l'IRD par rapport à d'autres institutions de recherche comme le Centre national de la recherche scientifique, le fameux CNRS, qui ferait de la recherche plus fondamentale. En réalité, à l'IRD, vous faites de la recherche fondamentale, vous en êtes un bon exemple. Simplement, vous pensez à peut-être un peu plus à l'appliquer ou plus d'accroche avec le partenariat plus concret. Enfin, je ne sais pas, quelle est la spécificité de l'IRD pour ça? Et qu'est-ce que l'IRD vous a permis est-ce que ça a été pour vous facteur positif d'entrer à l'IRD pour réaliser tous ces terrains? Ben moi, j'ai toujours eu la fibre ethnographique. Donc,
J'étais toujours beaucoup plus attiré par l'Orstom à l'époque que par le CNRS, même si j'ai beaucoup de collègues au CNRS qui sont de très bons ethnographes. Ceci étant, le fait aussi d'avoir la possibilité avec l'IRD de partir plusieurs années, 3, 4, 5, voire 6 ans dans un pays, donc ça permet d'apprendre la langue, ça permet de développer un partenariat local fort qui est aussi un des points cruciaux de l'IRD, parce que nous, à l'IRD, on est très impliqué dans d'abord la recherche en formation pour les jeunes chercheurs, les étudiants locaux, mais aussi une recherche en partenariat avec des collègues. Et très souvent, les programmes que l'on met en place sont des programmes qui répondent à une demande qui émane soit des universitaires, soit des instituts de recherche locaux. Il n'y a pas de recherche issue d'une demande villageoise, par exemple? Ça passe par l'université ou par le... Non, ça peut aussi être le cas, bien entendu, hein. Il se peut que dans le cas d'un programme de recherche beaucoup plus large, on va dire globalement sur l'écotourisme au Maroc, oui, par exemple, il y a au hasard des demandes plus fortes d'un village qui va nous dire, ben voilà, nous, on a une coopérative d'huile d'argan qu'on voudrait commercialiser ou faire labelliser, comment il faut faire, est-ce qu'il y a d'autres... il y a d'autres exemples qui existent, etc. etc. Et c'est dans cette dynamique qu'on a fait ce qu'on appelle des démarches de regard croisé, c'est-à-dire qu'on est parti avec des collègues, mais aussi des paysans berbères, en Corse, visiter les foires en Corse, visiter des fabrications traditionnelles ou artisanales en Corse et faire des échanges entre les Marocains et les collègues marocains et les collègues corses. Donc si vous aviez le choix maintenant, si on retournait grâce à H.G. Wells, on prend sa machine, on remonte un peu le temps, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous retourneriez vers l'Orstom devenu IRD, ou est-ce que vous préféreriez aller au CNRS ou autre chose, à l'université? Non, je crois que je ne changerai rien. Je suis à la fois conscient de la chance que j'ai eue d'intégrer l'Orstom, et puis qui est devenu donc l'IRD, des moyens qui ont été mis à ma disposition, et puis des outils aussi qu'on a maintenant pour faire du travail en partenariat, de la recherche et de l'appui au développement, en collaboration bien entendu avec les populations locales. Bernard Moiseau, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.